Et bonsoir à toutes et à tous. On est très content de vous accueillir ce soir. On est très content d'accueillir Michel Julien. C'est la première fois qu'on a l'occasion. Bon, il fait un peu frais ce soir. C'est le début de l'hiver. Mais c'est pas gênant en soi. On est très content parce qu'on avait eu l'occasion d'accueillir Michel Julien en fait dans une réunion collective, hein, dans une rencontre Oui. qui était consacrée aux éditions Verdier. On avait beaucoup ri ce soir-là. Enfin, pas que, mais on avait beaucoup ri. Euh, on a des souvenirs émus parce que c'est, enfin pour ça d'entre nous, en tout cas pour Bien moi, évidemment. la Oui. dernière fois qu'on a vu notamment Mathieu Rigoulet, enfin en tout cas ici. Euh, et donc à l'occasion de la parution donc d'un nouveau roman donc cet automne de Michel Julien, L'île au tronc, ça nous fait très plaisir en fait d'avoir l'occasion d'en parler. Moi je voulais juste faire un très bref rappel sur les romans précédents parce que comme je l'avais dit, je vais un peu me répéter mais comme la plupart d'entre vous n'étaient peut-être pas à cette soirée consacrée aux éditions Verdier. Moi, Michel Gien, ça a été une découverte improbable, enfin, et dans toute la force de ce que veut dire improbable, parce qu'au départ, c'est pas nécessairement, moi, comme beaucoup de lecteurs, moi je fais un mélange de langues et de thématiques, mais sur les thématiques, il y a quelque chose, on m'a dit, bon, l'esquisse d'un pendu, ça parle quand même d'un copiste du Moyen Âge, d'un type qui possède un établissement donc, de recopie de manuscrits. Ouais, il met un peu les mains à la pâte, mais c'est pas lui le vrai expert. Enfin, il a plutôt des ouvriers pour ça. Enfin, je trahis peut-être un peu, hein, Michel, mais et puis en fait, il aime bien aller avec des potes dans les estaminets, au pied du gibet de Montfaucon. Ça, c'est esquisse d'un pendu. Si on dit comme ça, on dit non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est magnifique. D'un seul coup, on se fait prendre dans une histoire complètement improbable. Mais ça, c'était rien, esquisse d'un pendu. Donc, ça m'avait intrigué. Et puis après, je me laisse tenter par Hipparco. Et là, Hipparco, c'est quand même l'histoire d'un mécanicien crétois sourd-muet, dont la mère elle-même est sourde-muette, mécanicien spécialiste en camion, attention, hein, c'est important, qui pêche un peu comme ça pour bien taquiner le poisson, améliorer l'ordinaire, dans son coin vraiment paumé de Crète, où les seules personnes qu'il rencontre, à part les gens du village, mais comme sa mère et lui vivent ensemble et ils sont tous les deux sourds-muets, c'est pas quand même la grande communication avec tout le monde, quoi. Et puis il y a de temps en temps des poids lourds qui pètent un essieu, enfin tout, et donc évidemment là on l'appelle à 30 km à la ronde, ou plus, parce qu'il il sait faire. Et puis, je vais pas vous spoiler Hipparco, mais il se passe quelque chose qui est entre dans cette espèce d'espace entre la pêche et puis il lui arrive quelque chose et d'un seul coup sa vie commence à changer d'une façon complètement imprévisible. Et c'est étonnant parce que moi-même, quand je me le raconte comme ça, je me dis non mais attends, c'est quoi cette histoire de mécanicien crétois? Enfin, et c'est extraordinaire, on sort de là, on est complètement enfin, bluffé, quoi, vraiment, en disant mais il y a une force là-dedans. Alors, le troisième que j'ai lu, c'est probablement le pire, de ce point de vue-là. Parce que c'est un type quand même qui rend service à ses voisines qui ont un chien, enfin une chienne, pardon, un bouvier bernois, enfin une femelle bouvier bernois, donc un gros chien. Et pour rendre service, en fait, à un moment, parce que ses voisines s'en occupent pas très bien, en fait, du chien. Enfin, c'est pas qu'elles s'en occupent mal, mais voilà, c'est pour ça. Et pour rendre service, il commence à accepter de le garder enfin, de la garder un peu, puis faire le tour du pâté de maison avec elle, enfin. Et là, franchement, vous dire, non, mais moi, je vais m'intéresser à l'histoire de quelqu'un qui sort promener le chien, et la magie opère, et en fait, on tombe complètement amoureux de Denise au Ventoux, quoi. Et quand ils vont au Mont Ventoux, c'est juste si on pleure pas, quoi. Enfin, un mélange de beauté et de tristesse qui est complètement incroyable, quoi. Et donc, j'étais très curieux de savoir ce qui allait se passer avec l'île au tronc. Et là, une fois de plus, changement de décor complet, puisque l'île au tronc, on se retrouve sur, enfin, pas que, mais principalement, on se retrouve un peu à Leningrad, à l'époque, on appelle Leningrad, à Moscou, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans la peau, dans la tête, dans le ressenti de deux mutilés de guerre soviétiques, et bien mutilés de guerre, quoi, puisque, alors si je ne me trompe, il y a d'autres personnages, mais les deux personnages principaux, il y en a un qui est donc, mais c'est peut-être là que l'imprécision va être terrible, il y en a un qui a un cul de jatte et l'autre qui n'a qu'une jambe et un bras, avec une gestion subtile du déséquilibre, qui justement permet un certain nombre de gags récurrents extrêmement bon enfant,
Et Lilotron raconte un truc qui est authentique. Après, jusqu'à quel point authentique, ça on en parlera tout à l'heure avec Michel Julien, mais authentique, c'est que justement, dans les quelques années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, l'État soviétique, à un moment, d'avoir tous ces mutilés de guerre, parce que Dieu sait qu'il y en avait un paquet, vu le tribut payé par l'Union soviétique à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu évidemment les très nombreux millions de morts, mais il y a encore plus de blessés, et parmi ces blessés, des mutilés graves. Et ils traînaient beaucoup dans les rues de Moscou, de Leningrad, et au bout d'un moment, 4, 5, 6 ans après la guerre, ça commençait un peu à agacer. C'est triste, mais le fait est, ça donnait un peu une mauvaise image. Et donc, il se trouve qu'il y avait un monastère désaffecté sur une île en plein milieu du lac Ladoga. Donc le lac Ladoga, enfin, pour ceux qui n'ont pas parfaitement en tête la géographie russe, mais c'est bon, c'est au nord-est de Leningrad. Ça commence à être un peu, enfin, on s'approche doucement des latitudes dites boréales. Hein, enfin, il fait frais l'hiver, quoi. Et au milieu du lac Ladoga, il y a des îles, et sur une de ces îles, donc un monastère désaffecté. On se dit, oh, à bonne heure, on va installer un peu tout ce petit monde-là dans ce monastère désaffecté. Et ça devient l'île au tronc, par une espèce de magie de nommer en fait les choses. Et alors le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire, bah, ça va être sinistre, ça va être un roman d'apitoiement sur, mon Dieu, les mutilés de guerre, c'est atroce. Et en fait, c'est complètement autre chose. C'est ça aussi, hein. Il y a quand même, enfin, je pense, de l'apitoiement, et puis on est saisi quand même par le sort de... Mais les deux protagonistes principaux nous emmènent vers complètement autre chose. Et c'est ça, et moi je veux pas tout vous raconter, mais qu'on va essayer un peu de parcourir ce soir ensemble. Enfin, parce qu'on les emmène quand même vers non pas un avenir radieux, mais vers quelque chose en tout cas qui est complètement inattendu, enfin qui n'est pas en tout cas contenu dans les prémices des 30 ou 40 premières pages, même si le ton est donné dès le départ. Donc moi j'avais une curiosité, Michel, c'est comment on passe du copiste du Moyen-Âge, du mécanicien crétois et du bouvier bernois aux deux mutilés de guerre soviétiques. Où est le chemin? Je sais que c'est une question qui t'intéresse, puisque tu en as parlé, je crois, sur ton blog. C'est une question qui a arrêté quelques-uns de mes lecteurs. Euh, oui, Paris au XIVe siècle, la Crète dans les années 1960, le Ventoux avec un chien, et puis la réalité sordide de l'après-guerre en Russie. Tout ça peut paraître bien différent. Pour moi, ça l'est pas tant que ça. Enfin, je reconnais que c'est un peu chaotique, comme les cadres sont chaotiques, mais je dirais pas il y a un lien entre les quatre livres, sinon peut-être une manière d'écrire. Je dirais qu'il y a deux paires. Euh, Esquisse d'un pendu, ça fonctionne avec l'île au tronc dans la mesure où ça s'appuie sur une page de l'histoire. Euh, Denise de Ventoux fonctionne finalement assez bien avec Hipparco, euh, à mes yeux, parce que dans les quatre livres, il y a quelque chose qui est pour moi à la naissance du projet, c'est que j'aborde des choses que je ne connais pas forcément bien, à commencer par les langues. La langue du Moyen Âge, moi je suis pas médiéviste, je suis pas historien, c'est quelque chose d'extrêmement délicat où on risque la bévue, pas à chaque mot mais presque. Le grec, je le parle pas. Le russe, je le parle pas. Euh, les chiens, je me mets pas à leur place. Il y a une espèce de, et c'est pas un choix délibéré de ma part. Je m'en aperçois finalement avec le temps. J'ai l'impression que il y a la nécessité d'avoir une contrainte première, une espèce d'inconnu qui me qui vaut pour le sujet. Les sujets finalement, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, ils m'intéressent, mais c'est plutôt à partir d'un univers que je me décide à faire quelque chose. Euh, j'ai l'impression que euh, cette notion d'invention, euh, d'inspiration, d'invention, elle ne vaut pour moi que sur des domaines qui me sont qui m'intéressent bien sûr, mais qui me sont un peu lointains.
le travail, le but va être de réduire la distance, s'approcher de ces univers. Il y a eu en octobre à la Grâce justement une conférence que j'ai donnée et qui tournait exactement autour de cette question. Je suis parti d'un postulat de départ qui était que il y a des domaines que je connais bien, particulièrement bien. Ça peut être la montagne, ça peut être... il me viendrait absolument pas à l'idée d'écrire là-dessus. Précisément parce que je connais la chose. Et que j'aurais l'impression non pas de répéter quelque chose qui est en moi, mais de ne pas être en capacité de m'étonner moi-même d'un sujet que je ne connais pas, sur lequel je vais devoir forcer les choses pour y trouver presque de l'émerveillement. Alors, ce que tu viens de raconter sur la triste réalité de la Russie de cette époque, ça n'a rien de très très joli. Mais tout à coup, mettre le doigt sur quelque chose qui me stupéfie, qui m'étonne, voilà. Il n'y a pas d'inspiration, il y a une intention d'écriture qui part d'un étonnement. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà pour unir un petit peu ces quatre bouquins. Alors maintenant, comment ça s'est passé pour celui dont il est question là ce soir, L'Île aux Troncs. Je crois savoir que toi, tu es un fin connaisseur du monde russe. C'est ce que certaines personnes ont pu me dire. Pour ma part, je suis, oui, un grand lecteur. J'ai été un grand lecteur de la littérature russe. J'aime énormément ce pays, son histoire, sa musique, son cinéma. Et donc, j'ai toujours, la Russie fait toujours partie d'une espèce d'arrière-plan chez moi, dans ma tête. Et c'est parti d'un truc absolument idiot, un hasard. J'écoutais la radio, une émission où il était question d'un livre qui s'appelle Grandeur et misère de l'armée rouge, paru au Seuil en 2013 pour être précis. Un livre absolument remarquable qui a été fait donc au début des années 2000, qui a été publié en France en 2013, qui rassemble des témoignages, il y en a 13 au total, de vétérans de l'armée rouge. Il faut s'accrocher parce que le mythe de la grande guerre patriotique en prend vraiment pour son grade, que ce soit les histoires de viol notamment, enfin le thème du viol traverse tous ces témoignages de façon absolument épouvantable, que ce soit la manière avec laquelle les soldats partaient ivres de vodka sur les lignes ennemies, bon, bref, n'importe. Et dans l'introduction de ce livre, il y avait une petite phrase énigmatique qui faisait état de cette réalité qui s'est passée en 1949 puis 1950, où, pour reprendre ce que tu as dit, les vétérans de cette grande guerre patriotique revenus de Berlin ou d'autres lignes de front, mutilés, estropiés, cul-de-jatte, ont été donc accueillis comme des héros, ce qu'ils étaient. Ils ont été pensionnés par l'État, ils ont été multidécorés. Il y a eu un décret relativement précoce qui voulait que tous ceux qui avaient encore une famille s'en remettaient au leur, mais bon, on ne sait pas s'il y a eu 23, 24, 25, 27, 28 millions de morts. Beaucoup n'avaient plus de famille en rentrant du front. Et ceux-là, effectivement, on leur a proposé des hospices absolument sordides dans les grandes villes russes, sordides au point que la majeure partie préférait rejoindre la rue et arrondir leur pension, qui était dégressive d'ailleurs, en mendiant. Et c'est Khrouchtchev qui a
en 48, je crois, de mémoire, fait passer un premier décret qui visait à assainir les villes d'Ukraine. Et ce décret a été étendu à toute l'URSS en 1950. Et en fonction des lieux, on a déplacé, effectivement, on a relégué ces communautés d'infirmes dans des endroits où nul ne pouvait les voir, parce que ça gênait l'éthique de la reconstruction, on va dire. Et pour Leningrad, c'est ce que tu as dit, on a déporté sur l'île de Valam, donc c'est exactement une trentaine de kilomètres de la Finlande. Il fait frais, tu le rappelais. Euh, une colonie de Kudjat qui ont occupé un monastère, le monastère de la Transfiguration. Voilà, c'est ce que j'ai découvert dans cette, dans cette introduction, ces deux phrases ou trois phrases assez sibyllines où il n'y avait pas de notes, aucune explication, aucun renvoi. Ça a attiré mon attention. J'avais absolument pas l'idée de faire quoi que ce soit avec ça. J'étais curieux de savoir ce qui se cachait sous cette affirmation. Donc j'ai cherché et je me suis aperçu que rien n'était simple. Solzhenitsyn en parle dans l'archipel du Goulag, il consacre l'équivalent de 2 pages à peu près à cette réalité de Valam. Il dit que, exactement ce que tu as dit, ce que je viens de répéter, que des mutilés ont été dégagés des grands centres urbains. Mais dans Solzhenitsyn, il avoue ne pas savoir quels sont les points où ont été déportés les vétérans, les invalides. Sur Internet, au tout début, en regardant, je me suis aperçu que il y avait à boire et à manger, que des sites parlaient de mythes, que tout ça n'avait absolument jamais existé, d'autres qui faisaient appel à une réalité très crue et a priori documentée. Et voilà, à force de chercher, je me suis aperçu que les quelques personnes qui avaient pu... parce que ce qu'il faut dire, c'est que les archives du monastère de Valam n'ont toujours pas été ouvertes. Y a une... Voilà, elles le seront sans doute un jour, mais pour l'instant, elles ne le sont pas. Et donc on doit à un chercheur britannique qui s'appelle Robert Dahl d'avoir approché la question du mieux possible. Robert Dahl est incapable de donner des chiffres, mais en tout cas il a l'avantage de faire la part du vrai et du faux. Oui, il y a bien eu des déportations sur cette île, déportations qui ne concernaient que des éclopés. Dans quelle quantité, on ne le sait pas, c'est 100, 200, 300, 400 personnes. En tout cas, certainement pas les, les déplacés continus de Sibérie. Voilà. Il y a des témoignages relativement directs de personnes qui ont pu découvrir cette île et leurs habitants alors que le monastère accueillait encore les invalides. Il y a le témoignage graphique qui a été repris sur le bandeau du livre, qui est dû à un artiste, un dessinateur russe, très impressionnant. Très impressionnant, mais son œuvre est très impressionnante. Il a passé son temps alors au départ, il s'appelle Gennady Dobrov. Il a passé son temps à dépeindre, à crayonner avec une précision redoutable des Kudjats, des généraux, tout ce qu'on veut, tous les gradés, dans les rues précisément de Leningrad. Et puis ensuite, il est allé à Valam, il a fait une série de dessins qu'on peut voir sur Internet, d'une précision. C'est pas une précision clinique, c'est pas ça. On voit pas les meurtrissures. C'est les visages. Ce qu'on voit, c'est les visages. Ce qu'on voit, c'est les expressions des types sans âge, burinés, ruinés, qui semblent nourrir une espèce de colère
et, et autre chose encore, parce que dans tous ces dessins et dans tous les témoignages auxquels j'ai pu accéder, euh, sont des gens qui éprouvent une immense fierté de leurs actes patriotiques, qui exhibent leurs médailles. On voit ici, hein, ils ont des vestons mais saturés de médailles, et à la fois lâchés par un régime, quoi. Voilà, donc découvrant ça, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, je, je ne pensais pas en faire un roman ou un récit. J'ai tourné autour de la question en me disant que si il fallait en faire quelque chose, il faudrait d'abord en passer par trois écueils. Le premier, c'était où se trouve le curseur de la réalité, de la vérité historique quant à cette affaire. Bon, ça, je l'ai fait, je vais vous en parler un peu. La deuxième chose qui m'arrêtait, et là on rejoint ce qu'on disait au début, et ça finalement ça tournait à mon avantage, c'est mais foutre les doigts dans le monde russe alors que je ne parle pas russe. Je suis allé une fois à Leningrad, Moscou, alors que je ne connais pas cette île de Valam. C'est sujet à de possibles, à de probables boulettes, parce que l'âme russe c'est quand même quelque chose de, enfin faut pas faire de faux pas. Et puis la troisième chose qui m'apparaissait, c'est est-ce pour une question d'éthique, est-ce qu'on a le droit de bâtir, d'inventer, de faire une fiction à partir de quelque chose d'aussi cru, d'aussi terrible que cette déportation. Donc, Vaste débat que l'appropriation culturelle. oui, ça c'est autre chose. Bon, la première question, je l'ai résolue par de la recherche, par des recherches, sans vouloir non plus. J'avoue que peut-être secrètement, je ne cherchais pas à connaître l'exacte vérité. Si j'étais tombé sur un témoignage me disant mais non, tout ça a été soit gonflé, soit inventé de pure pièce, bon, ça aurait condamné le projet. Le deuxième aspect, pour ce qui regarde l'âme russe, ben, j'ai fait appel d'abord à moi-même, aux impressions que je peux avoir de la Russie à travers ce dont j'ai parlé, la littérature, à travers le cinéma. Et il y a, il y a, il y a des auteurs que j'ai repris, que j'ai relus pour me plonger dans une espèce d'ambiance. Pas forcément des auteurs de ces années-là d'ailleurs, des auteurs fin 19e, début 20e. Je pense à un type dont la lecture m'a vraiment frappé. Il est peu connu en France, il s'appelle Mikhail Zotchenko. Il a été publié chez Noir sur Blanc. Il a écrit notamment des recueils de nouvelles qui s'appellent Contes Contes de la vie de tous les jours. Ça se passe à Saint-Pétersbourg dans les années 1920-1930. C'est hilarant, absolument hilarant, cru et hilarant. Il y a des scènes d'appartements communautaires, il y a des scènes de bains publics. Alors, tout ça n'apparaît pas dans mon récit, mais il y a un arrière-plan chez Zotchenko, pour ce qui regarde l'humour, qui m'a aidé. J'ai pas puisé dedans, mais j'écrivais un petit peu avec cette idée de ce Zotchenko. Pour le cinéma, il y a un film qui, qui m'a beaucoup frappé et qui fait écho vraiment à ce récit. C'est un film de Barnett qui s'appelle Au bord de la mer bleue, qui met en scène deux naufragés, alors deux inséparables copains, naufragés qui abordent une île et sur l'île ils découvrent une femme qui devient leur point de mire, leur idole à tous les deux. Bon, Oui. je suis pas très loin de ça. Oui. Une fois encore, j'ai pas puisé. Je n'ai rien emprunté à Barnett dans la trame de mon récit, mais c'était plutôt un socle culturel qui me servait qui me servait de garde-fou. Et puis pour le
ce qui fut le troisième écueil, a-t-on le droit d'inventer, de se lancer dans une fiction? Finalement, je me suis même pas posé la question. Dire en 1950 pour récompenser les héros de la patrie, on leur offre une île glaciaire où ils vont finir leur jour, en soi, c'est un roman. C'est un roman qui fait 3 lignes, quoi. Et ça me semblait complètement absurde ou inintéressant de me lancer dans une espèce de description noire, d'appuyer sur l'horreur, d'en rajouter. Donc pas du tout, pas du tout. Le principe, c'était de partir de ce fait historique. C'est une donnée de départ. Et au contraire, de faire quelque chose d'extrêmement, pas joyeux, mais d'extrêmement optimiste. C'est un roman sur l'amitié, essentiellement. C'est un roman sur la fidélité. La fidélité, elle est multiple dans ce bouquin. Il y a la fidélité que ces deux protagonistes se prêtent, qui est absolument inébranlable. Il y a la fidélité qu'ils entretiennent vis-à-vis de l'alcool, qui est vraiment un troisième héros du livre. Il y a la fidélité qu'ils prêtent à cette aviatrice, on pourra en parler, je crois que tu voulais en parler. Et puis surtout, il y a la fidélité, c'est ce qu'on retrouve dans les dessins de Broff, l'immense fidélité qu'ils prêtent à la patrie. Alors peut-être pas au régime soviétique, qui les a écrasés, mais à ce que fut la guerre, et au sentiment de faire partie des défenseurs de l'URSS. Voilà. Mais c'est un petit peu tout ce que tu viens de dire qui fait que je trouve que ce roman a un côté enfin, réellement magique. C'est que, en effet, et d'ailleurs, tu as consenti en fait à faire une forme de postface en fait qui justement rend compte de ce travail de documentation, de qu'est-ce qu'on peut savoir sur jusqu'où va la vérité, où commence la légende, le fait que les sources sont un peu brouillées quand même, mais que voilà. Et donc tu rends compte en fait de la démarche documentaire. Et puis c'est vrai que on voit bien quand on en parle que ça tire vers le sombre, vers le l'atroce, enfin vers le dur, et ça l'est. Mais là, il y a effectivement, je trouve, une façon. Alors tu prétends, enfin bon, l'âme russe, voilà, c'est quelque chose de vaste, et tu prétends ne pas bien la connaître, mais je pense qu'à travers ce que tu dis, et tout, il y a une façon d'insuffler d'un seul coup là-dedans encore plus d'âme russe qu'un russe ne le ferait peut-être. C'est-à-dire que justement, il y a à la fois ce sentiment de grandeur du quotidien en fait qui vient habiter les deux personnages, et puis cette espèce d'humour farceur permanent en fait qui est effectivement, je pense, une des marques de fabrique, pas la seule, hein, mais qu'on retrouve aussi bien chez les grands du 19e, depuis Gogol, enfin ceux effectivement des années folles du régime soviétique de 1919 à 1923-24, et puis chez les contemporains maintenant, dans le post-soviétisme, cette espèce de folie qu'on trouve chez des Sorokin, d'une façon complètement différente chez Pélevin, et chez bien d'autres, chez Steingart, qui est un faux russe puisqu'il est américain et qu'il a quitté la Russie quand il avait 8 ans, mais cette espèce justement de sens de la farce, et qu'on retrouve chez quelqu'un qui n'est pas un russe mais un moldave, qui est Vladimir Lorchenkov, mais qui est un moldave russophone. Et il y a ce côté, effectivement, il y a de l'alcool, mais on retrouve une chose qui, moi, m'a énormément touché, parce qu'elle est inattendue, et qui résonnait énormément avec une discussion qu'on avait eue il y a quelques années avec Andreas Becker, à propos d'un livre qu'il a fait, qui est le seul livre qu'il ait fait pour l'instant, qui est entre guillemets un livre de commande, ou presque, mais où il est parti d'une collection de photos de gueules cassées de la Première Guerre mondiale, allemande en fait, qui est une dame en fait suisse qui possédait cette collection de photos, lui a dit est-ce qu'il serait possible d'en faire un livre. Et donc c'est des photos qui ont été utilisées dans le livre, qui sont particulièrement atroces, comme les photos de gueules cassées. Donc là c'est plus effectivement les visages qui sont touchés que les membres. Mais le parti pris d'Andreas, sans aucun référence à la farce russe, avait été de dire mais en fait, dans l'horreur, il y a une place pour la joie, la jubilation,
le bonheur en fait, et ça peut sembler paradoxal, mais ça l'est pas tant que ça, et on va essayer de le montrer. Et je trouve que l'île au tronc en est une démonstration de, parce que à aucun moment, même dans la dans la ferveur alcoolique qui peut les saisir à certains moments, il y a une joie qui est très authentique en fait, qui est une joie de l'amitié, qui est une joie de la fidélité. Il y a quelque chose qui se passe en permanence, y compris quand c'est pas drôle ce qui se passe, mais il y a une façon de, non pas de le sublimer, mais de faire avec et d'arriver en fait à faire quelque chose qui n'est pas non plus de l'autodérision, même s'il y a de l'autodérision. Bah, c'est quelque chose d'assez magique, hein. Et effectivement, il y a ce point de raccro. On va pas parler de l'alcool parce que là, oui, c'est un point d'accrochage évidemment très fort et puis très culturel. Mais il y a effectivement cette figure complètement incroyable d'aviatrice qu'ils ont, me semble-t-il, croisée, mais de très très loin, enfin lors d'un défilé de la Victoire ou quelque chose de ce type-là, peu après-guerre. Donc une aviatrice qui était une gamine au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui faisait partie d'une escadrille qui a été surnommée par les Allemands les sorcières de la nuit, enfin, on dira quelques mots. Et ils sont tombés, vraiment, c'est une sorte d'extraordinaire synthèse de l'amour platonique éternel, quoi. Parce qu'il n'y a bien entendu aucune convoitise directement sexuelle, Non, c'est complètement autre chose. non, ils sont très prudes avec Mais il y cette a bataille. l'image qu'ils ont gardée, qui est une image de magazine, découpée dans un magazine, c'est leur relique la plus précieuse, à un point étonnant, quoi. Bah, effectivement, la représentation de cette île de Valham, telle que je me la faisais, qui est sans doute, qui est sans doute inexacte, c'est une petite colonie essentiellement masculine. J'ai voulu introduire un peu de féminin dans tout ça, et j'ai surtout voulu euh, m'attacher à une figure. Alors, elle a vraiment existé, Natalia McLean, c'est vraiment une aviatrice, elle est morte en 2005. Euh, j'ai vraiment voulu prendre l'inverse de mes deux lascars, à savoir, eux sont écrasés sur la terre, elle fait des loopings dans les airs, quoi. Mais n'importe, effectivement, ils sont animés d'une joie, d'un optimisme absolument débordant. Et malgré leurs injures corporelles, euh, ils ont cette idée que, tu disais une gamine, et ils ont exactement le même âge. Natalia McLean, elle s'est engagée, elle avait 19 ans, 20 ans. Ce que je fais d'eux, c'est des types qui ont été hachés sur le front à 20 ans. 20 ou 21 ans, je sais plus. Ils ont absolument le même âge. Ils ont un peu moins de médailles qu'elle en a, mais tout les rassemble et naturellement tout les différencie. Mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais approché. Ils connaissent simplement une photographie qui est reproduite dans le livre. Ils ont eu l'espoir fou de la rencontrer lors des fêtes de la victoire en 45, mais bon, Mais ça n'est pas arrivé. Moi, je croyais que ça était arrivé, tu vois, finalement. Et finalement, ils ont le projet totalement insensé dans leurs conditions de quitter l'île, non pas pour se sauver, c'est pas ça en fait. Puis ils sont presque plus heureux à Valham qu'ils ne l'étaient dans les rues à traîner dans les rues de Leningrad et de Moscou. Ils ont le projet complètement insensé de quitter l'île avec l'intention de revenir ensuite. C'est pas une évasion, simplement pour aller la saluer. Donc voilà, c'est quelque chose c'est le timbre de ce livre est absolument à la fois loufoque, mais 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 bourré de confiance, bourré d'espoir. Et c'est précisément leur condition physique qui leur permet d'imaginer les trucs les plus fous. Et le traitement de cette scène emblématique, alors je voudrais pas moi faire dévoiler trop, mais bon,
il y a une scène qui est une scène qui se trouve vers la fin, qui est très très proche de la fin, mais qui est une scène qui est complètement emblématique parce que ils sortent effectivement là, et il neige, enfin, il fait vraiment froid, et ils sortent pour aller vers leur objectif. En fait, ça pourrait être traité d'une façon complètement morbide en disant ouais, ils sortent dans la neige, ils vont mourir, ils vont de froid et être dévorés par les loups, quoi. Ou alors ça pourrait être la grosse farce de pochetron. Et entre ces deux trucs-là, il y a quelque chose qui se dessine et qui devient complètement d'une beauté, enfin, incroyable, quoi. Vraiment. Et alors qu'il y a deux précipices, quoi. Il y a un truc qui pourrait être la pure farce et l'autre qui pourrait être le pur drame. Et Michel Julien construit une espèce d'apothéose, en fait, auquel on se prend à se dire, mais est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils vont pas basculer non plus dans allez, et il y a quelque chose de Ouais. magnifique, quoi, qui se passe. La fin a été vraiment pensée, quoi. C'est, je me suis, il faut bien le dire, un peu débrouillé pour donner l'impression au lecteur que ils allaient crever de froid, quoi, puisqu'ils partent un soir et ça se termine à 4 heures du matin. Ils sont voilà, sous un climat extrêmement rude Et il y a du brouillard. et voilà. Et là, pareil, sur les influences, j'avais en tête Maître et serviteur de Tolstoï, où voilà, maître et serviteur se retrouvent en pleine nuit dans la toundra et eux en crèvent bel et bien, quoi. C'était un peu téléphoné. J'ai voulu entretenir le suspense. Je savais très bien que ce serait pas non plus une farce complète, mais bon, le final se situe ni d'un côté ni de l'autre, quoi. C'est quelque chose qui les dépasse, quoi. Et pour terminer sur ce que tu disais, tu faisais référence à la petite note qui vient à la fin. Je, quand le livre était fini, finalement, j'ai été tellement étonné moi-même de cette réalité et tellement embarrassé quant à l'exactitude des faits que je me suis mis à la place du lecteur et qu'il me semblait que on serait en mesure de se dire mais est-ce que tout ça est une vaste blague et dans ce cas-là c'est de l'humour qui passe pas ou est-ce qu'au contraire c'est une réalité voilà, donc je me suis senti vraiment obligé de faire le point et de rétablir la vérité la plus exacte quant à cette question. Jusqu'à cette figure de l'aviatrice et de donner une petite biographie très rapide de son héroïsme. En tout cas, voilà, enfin, c'est un livre qui est vraiment magnifique, dont le sujet, c'est clair, enfin, tu l'as mentionné, peut surprendre, peut dérouter, peut même faire un peu peur, en disant, oh mon Dieu. Et en fait, c'est traité d'une façon tellement intelligente, fine, empathique et drôle, mais justement, drôle qui sait créer un truc mystérieux à partir du choc entre le terrible et l'humour, et qui reste sur la ligne de crête jusqu'au bout, et qui en fait un livre vraiment étonnant. Et donc, je vais le dire, même si ça représente une petite prise de risque, c'est un livre qu'il ne faut pas hésiter à offrir, en fait. Voilà. Mais bon, enfin, je conçois qu'il y a des gens que ça heurte. Hein, Non, mais je pense qu'il ne faut pas se laisser heurter par ce livre, il faut se laisser conquérir par ce oui, livre, oui, et par oui. voir effectivement. J'étais il y a quelque temps à librairie Ombre Blanche à Toulouse, et alors Dieu sait s'ils me défendent, Dieu sait s'ils ont aimé ce livre. Je me dis, on a du mal, parce que quand on nous demande vraiment quelque chose qui nous a plu, là, et qu'on aborde ce thème-là, une personne sur deux, oh là là, non, non, c'est trop horrible. Non, Donc mais oui, non, mais je conçois que ça non, puisse. mais on peut faire quelque chose d'authentiquement beau et de passionnant et et de tendre, en fait, à partir d'un résultat de l'horreur qui est lui-même de l'horreur. Et en fait, c'est ça qui est assez miraculeux dans ce livre et qui mérite vraiment plus que le détour, quoi. Enfin, vraiment. Bien.
En tout cas, merci beaucoup, Michel. Je propose qu'on continue les conversations autour d'un petit verre. D'un verre ou, voilà, ou quelques-uns. En tout cas, vraiment, merci infiniment. Non, c'est moi. J'aime beaucoup ce lieu et je vous soutiens. Merci.